Merci, bonjour à tous d'abord et merci pour cette invitation qui m'honore, mais qui m'oblige parce que ce parterre est assez impressionnant. Et je me prête volontiers à cet exercice de sortie extra zone de confort, sans combinaison anti-rayonnement, pour vous parler d'incertitude sans aucune certitude. Alors, vous serez déçus pour ceux qui veulent entendre parler de supply chain, parce que je n'en parlerai pas, on en parlera suffisamment. Parce que c'est pas forcément mon métier au quotidien, pas plus que l'incertitude d'ailleurs, parce que finalement, moins on est dans l'incertitude, mieux c'est. Simplement pour vous situer mon action rapidement, parce que le temps est compté, je le sais. La logistique chez nous couvre un périmètre assez différent du vôtre, dans la mesure où il est beaucoup plus large. Et il couvre le soutien médical, le soutien pétrolier, la maintenance des équipements, de tous les types d'équipements, les transports de manière générale qui vont des avions, des bateaux, des trains, des camions. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. La construction de base. Hein, quand on arrive au milieu du désert et qu'il n'y a rien, il faut construire une base. C'est la production d'eau, le traitement de l'eau, la distribution bien sûr, et puis l'hébergement, les vivres, c'est tout ça la logistique. Hein, on a 13 métiers différents qui sont pilotés par un opérateur, et mon métier, moi, c'est le chef d'orchestre. C'est essayer de faire en sorte que l'ensemble des pupitres finalement joue une symphonie harmonieuse au profit d'une bande de jeunes assez remuante qui a la mauvaise habitude de se balader dans des endroits mal pavés où en général il n'y a rien. Voilà, c'est mon métier. Pas simple. Alors faute de temps, je serai assez elliptique. J'aurai pas malheureusement l'occasion de parler d'un certain nombre de choses, la simulation, les réserves d'intervention, la manfut, la manœuvre future, les prévisionnistes, nos prévisionnistes. Et si vous voulez, on pourra en parler à l'issue pendant les pauses, ou bien il y aura des pauses quand même de temps en temps. Bon. Voilà. Alors, décider dans l'incertitude ou le choix de l'audace. Alors, il y a plein de choses ce matin qui ont été prononcées sur lesquelles je pourrais rebondir. Mais alors, il y a un mot qui n'a jamais été prononcé, c'est l'audace. Alors qu'en face de moi, je n'ai que des audacieuses et des audacieux. Voilà. Donc, on va plutôt parler... Je pense que l'incertitude, c'est négatif. L'audace, c'est véritablement positif. Et ce qui doit vous porter, c'est pas tellement l'incertitude qui fait peur. C'est l'envie, c'est l'audace. Donc on va parler un peu de ça finalement, et moins d'incertitude. Alors je vais rentrer dans le sujet maintenant. Pour le maréchal Ferdinand Foch, vous savez, un des généralissimes de la Première Guerre mondiale, à la guerre, celui qui doute a perdu. Pour lui, on ne doit jamais douter. Le même, quand même, reconnaît que l'inconnu, c'est le facteur qui mène la guerre. Bon, moi j'ai plutôt un faible pour Blaise Pascal, pour qui il n'est pas certain que tout soit certain. Vous avez 2 heures. Alors, grande leçon d'humilité pour celui qui doit décider au final quand même, hein, vous. Moi, je crois que l'incertitude, on l'a dit ce matin, c'est une opportunité, c'est un aiguillon qui pousse à agir. Celui qui choisit d'entreprendre et donc pour moi de vaincre, parce que l'entrepreneur, c'est un vainqueur. Ça sert à quoi toutes les belles stratégies qu'on a développées ce matin si c'est pas pour aller conquérir des marchés et puis gagner des parts de marché. Donc l'entrepreneur, c'est un vainqueur. Et dans un monde connecté où l'information immédiate règne en maître, ne pas savoir est insupportable. D'ailleurs, il suffirait de mettre un brouilleur dans cette salle-là pour voir un flot de manifestations poindre assez rapidement. Alors, adepte du chaos déterministe, vous comme moi, on peut vouloir tout prévoir, tout gérer, tout contrôler. Moi, je crois que c'est véritablement le nouveau mythe du XXIe siècle, dans lequel il ne faut pas probablement plonger. Alors, qu'est-ce que l'incertitude pour le chef militaire? Dans l'hypothèse générale, où la guerre se résume mécaniquement à la rencontre brutale de 2 mobiles, lancés l'un contre l'autre, c'est assez caricatural, mais bon. L'incertitude pour le chef militaire est liée principalement à l'adversaire. Alors je parlerai parfois d'ennemis, ça peut choquer, mais c'est le terme consacré, on a des ennemis. Hein. Vous avez des concurrents, j'ai des ennemis. Nous avons des adversaires. Alors, l'incertitude pour le chef militaire est liée principalement à l'adversaire, à son intention, à l'emploi de ses capacités, de ses moyens, au choix qu'il fait pour s'opposer à son action, le chef.
que veut faire mon adversaire, où, quand, comment. That is the question. Je rejoins l'intervention tout à l'heure sur les fondements shakespeariens. Alors, cette notion d'incertitude qui ne quitte jamais le chef en action débouche pour nous sur celle de prise de risque, pour vous aussi d'ailleurs, mais pour le chef militaire, d'abord et avant tout, à la guerre, sur celle de risque de pertes humaines. Alors l'action de guerre s'exprime toujours dans un monde incertain, par essence chaotique. En général, quand on fait la guerre, c'est que ça se passe pas très bien, quoi. C'est qu'on a loupé quelque chose. L'incertitude, le doute, le hasard, la chance sont des facteurs qui s'imposent à nous, sont des faits, et avec lesquels il faut composer. On pourra revenir tout à l'heure sur la notion de maîtrise de l'incertitude. J'y crois pas un instant. Vous ne maîtrisez pas plus l'incertitude que la génération des nuages. Il faut le reconnaître. Soyons humbles face à l'incertitude. Donc l'incertitude, c'est un fait, et il faut l'admettre. L'incertitude, la certitude absolue, elle n'existe pas. Et là, je vais appeler un grand philosophe à mon secours qui s'appelle Nietzsche, que vous connaissez, qui dit que ce n'est pas le doute qui rend fou, mais la certitude. Donc soyez prudents. Alors, le chef militaire évolue, comme je viens de le lire, dans un environnement complexe, incertain, d'action, de rétroaction, où l'ennemi souvent est imprévisible, mutant, où les variables sont nombreuses, qui interagissent les unes sur les autres, la météo, l'état du terrain, l'état des équipements, l'état des matériels, le moral des troupes, son état de fatigue, les réactions de la population, les réactions des médias. Un endroit où d'ailleurs, souvent, les valeurs ne sont pas partagées et où il faut éviter de perdre son âme. J'ai rappelé un autre penseur, Clausewitz, qui lui parle du brouillard de la guerre et qui nous dit que la guerre, c'est le domaine du hasard, comme le casino finalement. Je le cite: « Aucune autre sphère de l'activité humaine ne laisse autant de marge à cet étranger, le hasard, car aucune ne se trouve à tous égards en contact aussi permanent avec lui. » C'est presque de la loterie. La guerre n'est pas un phénomène linéaire et prédictif, je le crois, qui laisse peu de place à la probabilité statistique. Alors, je suis malheureux pour tous ceux qui voudraient nous vendre des systèmes d'intelligence artificielle. Je ne vous en achèterai pas. Alors, il ne faudrait pas pourtant confondre le doute, qui à mon avis est sain, douter c'est bon, avec immobilisme. Parce qu'à force de douter, finalement, on pourrait être tenté de ne rien faire et d'être en réaction. Et là, je vais appeler monsieur Edgar Morin, je ferai quelques citations comme ça, qui nous dit la chose suivante. C'est peut-être finalement la chose la plus importante à retenir de ce que je vais dire. Alors je vais la dire lentement parce que j'ai mis un temps à la comprendre. C'est Edgar Morin quand même. Si l'ignorance de l'incertitude conduit à l'erreur, la certitude de l'incertitude conduit à la stratégie. Bon, je crois que quand on a dit ça, on se tait. Enfin, je devrais. Mais j'ai encore quelques minutes. Alors, la question, pour moi, n'est pas de savoir comment apprivoiser, comment maîtriser ce facteur, mais plutôt comment en limiter les effets. Restons humbles. Alors, comme je l'ai déjà évoqué, la tentation technologique est évidemment très forte de vouloir paramétrer les affrontements guerriers en algorithmes puissants. Bon, moi, personnellement, j'y crois assez faiblement. Du fait de l'extrême multiplicité des variables, justement, et de leurs interactions dans un environnement dynamique en perpétuel mouvement. C'est quand même assez compliqué. Et donc, je demande à voir. Moi, je crois plutôt que ça va en faire sourire quelques-uns. Comme la peinture, comme la musique, la guerre est un art. Et que chacun pratique selon son engagement, son enseignement, selon sa culture et surtout selon son talent. Voilà, il y a des gens qui ont le talent et d'autres qui n'en ont pas. Alors le premier outil, pour répondre à la question quand même, le premier outil qu'utilisera le chef militaire pour circonscrire cette part d'incertitude qui est là, consiste à chercher à comprendre finement l'environnement de son action. Et en particulier son adversaire. En se livrant dans le cadre d'une approche globale qui va balayer tous les domaines, et pas uniquement les domaines militaires, cinétiques, en se livrant dans une approche globale, à une série d'études systémiques, froides, dépassionnées,
où chaque facteur est mis en perspective pour mesurer les interactions entre les uns et les autres, il s'agit de bien saisir l'environnement dans lequel on va opérer, de comprendre la psychologie du chef d'en face. Intéressez-vous à la psychologie de votre concurrent. C'est quoi le moteur de votre concurrent? Intéressez-vous donc à la psychologie du chef d'en face, ses intentions, ses objectifs, ses capacités, ses modes d'engagement, avec une marge d'erreur qui va s'éroder au fur et à mesure de vos études, qui sont plus ou moins longues, de vos prévisions, et une marge d'erreur qui va se réduire au fur et à mesure, je dirais, à l'analyse des premiers contacts, des premiers échanges, qui peut-être lèveront un certain nombre de doutes sur ses intentions. Cette méthode interactive structure la conduite d'un raisonnement opérationnel dont la finalité reste quand même la prise de décision en vue de l'élaboration d'une manœuvre, d'une opération, d'une campagne. Bref, une étude de marché exhaustive où à chaque fois quand même on joue la survie de son entreprise. C'est pas que pour rire. Se pose ici la question de la gestion des données, on l'a déjà vu, la big data, qui peuvent à mon avis étouffer la pensée sous le nombre. C'est un autre débat. Alors on est aussi dans le plan, le travail de planification opérationnelle, pluridisciplinaire, interarmée, aviateurs, fantassins, marins, et interalliés. On utilise un langage universel qui est parlé à Paris, un langage technique, à Paris, à Londres, à Washington, à Berlin et ailleurs. Un processus qui est plus ou moins long de planification qui peut durer une année, qui peut durer une journée, selon le temps disponible, selon les moyens dont vous disposez, les moyens humains et techniques, pour creuser justement ces différents facteurs, selon le niveau d'engagement où on se trouve, stratégique, le plus haut, opératif, tactique, auquel on se trouve, du général au lieutenant. Donc on fait tous ça. Fruit de débats contradictoires. Il y a des vrais débats contradictoires. Il faut aller chercher le débat contradictoire. Allez toujours chercher le débat contradictoire. Fruit de débats contradictoires, puis d'une décision de commandement par celui qui commande l'action, le plan reste l'étape indispensable à toute action. C'est le moment de réflexion où le chef d'entreprise, le décideur, le grand entrepreneur, le grand capitaine, va donner sa vision, son intention, et où il va répartir les rôles entre ses grands collaborateurs, ses grands subordonnés. Dans les armées françaises, on parle de l'esprit de la mission. L'esprit de la mission. L'esprit de la mission partagé et compris par tous. La vision du chef est traduite dans notre langage en intention du chef. Je veux faire. En vue d'atteindre tel objectif, je veux faire telle chose. À cet effet, on va procéder de telle manière. C'est le cœur du plan, c'est la pièce fondamentale de l'action. Et cette vision du chef que chaque entrepreneur doit avoir, c'est, j'ose dire, c'est de moi, la boussole des égarés dans la tempête. Il y a un moment donné, voilà, quand on est loin du chef, quand il y a du brouillard, qu'on ne sait pas où on a besoin d'une boussole. Et la boussole, c'est la vision du chef. Et même si le chef est loin, je reste dans l'esprit du chef et j'avance. Cette intention, c'est pas que la boussole des égarés dans la tempête. C'est aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir, le quitus de l'initiative locale. Celui qui est au bout de la chaîne alimentaire et dont l'action peut décider du sort de la bataille. Alors le plan est vivant, il s'adapte aux évolutions de la bataille. Mais on dit aussi que la première victime de la guerre, c'est le plan. Le plan s'écroule au premier coup de canon. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc on a toujours un plan B. Bon, mais comme on ne veut pas être surpris, on a toujours un plan C. Bon, bref, attention à ne pas sacrifier l'action au plan. Le plan c'est bien, mais à un moment donné, il faut agir quand même. Il faut sauter dans la piscine. C'est notre histoire. Alors, d'ailleurs, malgré le plan, vous n'aurez jamais toutes les cartes en main avant d'agir. Vous ne maîtriserez jamais l'incertitude. Et vous devrez affronter justement cette part indéchiffrable, qui restera indéchiffrable. Décider à agir, le moment venu, il faudra accepter le saut dans l'inconnu. Et là, on parle d'audace, de vraie prise de risque. Prenons des libertés avec le plan.
Je vais citer le général Patton, américain, on parlait du débarquement tout à l'heure. Alors lui, c'est une grande figure, qui nous dit que les généraux victorieux font des plans qui s'adaptent aux circonstances. Ils ne tentent pas de créer des circonstances qui s'adaptent au plan. C'est quand même bien de le retenir quand même. Hein. Bien, le plan doit donc rester souple, manœuvrier, pour garder cette capacité d'adaptation avec des modes d'action qui peuvent être flexibles, réversibles, comme vous voudrez. Le roseau plie mais ne rompt pas. Revenons aux fondamentaux. Apprivoiser l'incertitude et pas la maîtriser, c'est aussi et sûrement apprendre à improviser dans le cadre d'un plan connu et partagé. On est toujours dans la vision. C'est le deuxième outil de notre boîte magique. Faire du plan, et puis après être capable de faire sans le plan finalement. C'est une des caractéristiques françaises d'ailleurs. Hein. C'est le système D. Mais ça marche. La capacité d'adaptation, c'est de ça dont je veux parler. Ce que certains décrivent comme la résilience. C'est un mot moderne qu'il faut placer dans toutes les soirées. Hein. La résilience est en marche. Voilà, la capacité d'adaptation, ce que certains décrivent donc comme cette résilience. Moi, j'appelle ça, avec mes mots à moi, la capacité d'encaisse. La capacité à prendre des coups, à se relever et à les rendre. La capacité à réagir en adaptant son dispositif, son mode d'action, son mode opératoire. Et cette capacité, pour nous, les militaires, elle constitue une des valeurs cardinales du chef militaire. Le chef militaire, par définition, il sait s'adapter. Sinon, il ne survit pas. Et ça, c'est valable, y compris dans les salons parisiens. Peut-être plutôt là. Philippe, j'ai rien dit. J'ai un camarade qui m'écoute. Alors, dans nos rangs, nous veillons à développer, dès les premières années, cette capacité d'adaptation, cet art de l'anticipation. Alors, je peux vous parler d'esprit d'initiative, de courage décisionnel. L'audace, le courage décisionnel. Vous avez tous ce courage décisionnel en vous. Qui vous donne parfois l'envie de prendre la place de votre chef. Hein. On est tous passés par là. Et je sais que derrière, ils n'attendent que ma chute. Vous savez ce qu'on dit aux jeunes, hein. Alors je vais être un peu vulgaire. Je vais vous le dire. On n'est commandé que par des cons, mais rassurez-vous, votre tour viendra. Alors, vous adaptez selon votre secteur, hein, d'accord. Voilà, vous avez 2 heures. Bien, donc je parlais de courage décisionnel, de pratique de la subsidiarité éclairée. Là, je vous invite à réfléchir au concept sur lequel on parle beaucoup, la subsidiarité éclairée. Intéressant. Voilà, donc ce sont des valeurs qu'on cultive chez les jeunes cadres, hein, nos jeunes cadres, qui pourraient être amenés à prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, de lourdes décisions, loin du chef, et peut-être loin du plan qu'ils auront oublié. J'ai recité un général français, le général Lagarde, Philippe, ça parlera aussi, qui aura marqué des générations d'officiers par la sagesse de son enseignement, et qui nous dit la chose suivante. Alors ça, celle-ci, elle interpelle aussi. L'initiative constitue la forme aboutie de la discipline. On est quand même loin de la discipline militaire, le petit doigt sur la couture. Hein. Donc là, les préjugés, ils en prennent un coup. L'initiative constitue la forme aboutie de la discipline. Alors en cherchant à développer une intelligence réactive, active, le chef d'entreprise, l'entrepreneur, le décideur, à mon sens, doit favoriser l'esprit d'initiative des échelons subordonnés, de vos collaborateurs, au plus petit niveau de commandement, dans une logique de responsabilisation, et encourager la prise de risques assumés. Incitez vos jeunes collaborateurs à prendre des risques, et qu'ils les assument, hein, des risques assumés, en sachant profiter d'une occasion, d'une opportunité, d'une fenêtre ouverte. Et comme le dit, encore une citation, vous me direz ça fait beaucoup maintenant, un penseur britannique, Liddell Hart, si l'imprévu n'assure pas le succès, il en fournit les meilleures chances. Je reviens au général Patton, encore lui, parfaitement confiant dans la capacité de ces hommes à s'adapter, nous dit « Dites-leur ce qu'ils doivent faire et ne leur dites surtout pas comment, et vous serez surpris par leur génie. » Je pense qu'il a complètement raison. Certains parlent ici de commandement par influence. Cette notion-là est intéressante. Le commandement par influence. Voilà. Je m'y essaie tous les jours, pas forcément avec bonheur,
Mais peut-être à cause de mes collaborateurs, je ne sais pas, mais c'est pas simple. Non, non, mais il n'y en a aucun dans la salle, donc je peux le dire. Donc il faut donc accepter de déléguer. Il faut donc accepter de déléguer, ça c'est pas simple. Et limiter ses ordres au niveau N-1. N'allez pas au-delà, ne faites pas d'ingérence. Chacun à son niveau. On est dans l'idée d'une conception centralisée et d'une exécution décentralisée. C'est ça en fait l'idée. La conception, elle est centralisée, elle est connue, elle est partagée. L'exécution, elle est décentralisée. Et la relation de confiance qui doit s'installer entre le chef et son subordonné est primordiale. Et cette relation de confiance, honnêtement, elle vaut au moins autant que le plan. Enfin, presque fini, considérez que l'improbable est fort probable. Comme ça, vous ne serez jamais déçus, préparez-vous toujours au pire. On pourrait dire ça, hein. Mais sans vous, c'est ce qu'on appelle le worst case scénario. Alors ça, c'est les pessimistes, hein. De toute façon, ça merdera. Bon, donc avec ça, on est prêt. Mais, bon, l'imprévu fait partie de la normalité des choses. Voilà, c'est tout. Il est là, vous n'y pouvez rien, et préparez-vous à réagir. C'est peut-être sur ça qu'il faut jouer. C'est pas vouloir maîtriser l'imprévu et l'incertitude. C'est maîtriser les processus pour réagir à l'incertitude. C'est plutôt sur ça qu'il faut miser. Là, vous avez les leviers. On a les leviers. Alors, je veux parler ici de l'effet de proportionnalité. Ça parle peut-être pas l'effet de proportionnalité, c'est l'effet papillon. Hein, c'est l'effet qui donne un événement mineur à une action individuelle, ponctuelle, très locale, un au grain de sable, un effet majeur imprévisible. Voilà, et ça c'est là, ça existe, et vous n'y pouvez rien, et c'est pas je pense que ce ne sont pas les ordinateurs quantiques qu'on nous annonce qui changeront grand-chose. Donc la certitude est un facteur, il faut l'intégrer, il ne faut pas le rejeter. On verra tout à l'heure qu'il faut en jouer. Je vais vous raconter un petit peu une anecdote qui m'est arrivée. Quand j'étais jeune général, ça m'est arrivé. Au moment où j'allais prendre le commandement de ma brigade, un de mes chefs m'a dit « Bon, il faut jamais montrer qu'on est surpris. » Merci, en général. Sans plus. Hein. Bon, j'ai pris un temps, hein, je suis un esprit lent. J'ai pris un certain temps pour... Puis finalement, j'ai compris que quand le chef est surpris, le collaborateur, lui, est inquiet quand même. Bon, si le chef ne sait pas, on n'est quand même pas bien placé pour aller conquérir des marchés à Hong Kong ou ailleurs. Bon. Et puis surtout, alors ça j'ai mis la première séquence, je l'ai compris assez vite. La deuxième, il m'a fallu du temps. Et je le dis maintenant à mes plus jeunes, je le dis que je pense qu'à un certain niveau de responsabilité, la surprise, c'est de l'incompétence. Parce qu'à un certain niveau de responsabilité, on n'a plus le droit d'être surpris. On peut être surpris quand on est jeune sous-lieutenant sortant d'école. Bon, on a le droit à l'erreur. Quand on commence à être un vieux Shibani, on en a vu, on a pu être surpris. Ou en tout cas, on ne le montre pas. Voilà. Donc ne le montrez pas. Voilà. Et vous gagnerez 20 ans d'expérience que j'ai mis pour comprendre. Et surtout, ne cherchez pas à tout contrôler. Dans le chaos ambiant, ne cherchez pas à tout contrôler. Mais montrez-vous capable de continuer à agir sans subir, malgré le désordre qui est là de toute façon. Acceptez de ne pas tout savoir. On veut tout savoir. Je suis sûr que vous voulez tout savoir. Tout. Acceptez de ne pas tout savoir et concentrez-vous sur l'essentiel. Alors j'avais un autre chef qui disait aussi une chose, et ça me guide. Vous les décideurs, réservez-vous pour ce que vous êtes les seuls à pouvoir faire. Le reste, ça peut être fait par vos collaborateurs, vos N-1, vos N ce que vous voulez, vos supérieurs peut-être même. Réservez-vous pour ce que vous êtes le seul à pouvoir faire et laissez faire les autres. Et puis alors une dernière chose, surtout, faites simple. Voilà. Bon. Je considère, enfin moi c'est mon avis, hein, c'est que votre capacité d'adaptation constitue votre assurance vie dans un monde mutant. Voilà. Pour survivre, il faut s'adapter, là. La nature nous l'a montré. Là, c'est une affaire, avant tout une affaire de caractère, du caractère de l'entrepreneur. Ça aussi, c'est notre histoire. J'ai bientôt fini. Mais décider dans l'incertitude, on l'a vu, ou avec l'incertitude, c'est considérer ce facteur comme une opportunité.
Certains parlent de l'intelligence de l'incertitude. Là, je pense qu'il y a un métier nouveau. Intelligence de l'incertitude. L'incertitude pousse le chef militaire, mais probablement aussi l'entrepreneur et son entourage, à élargir la réflexion sur les modalités de son action. Elle agit comme un aiguillon, elle nous pousse à l'approfondissement de la réflexion. Le worst case scénario, le branch plan, le what if. Quelques mots en anglais quand même pour montrer que... On ne parle pas de supply chain, but we speak English. Donc, l'incertitude agit comme un aiguillon qui pousse, encore une fois, à l'approfondissement. Au combat, pour ne jamais se laisser surprendre, le chef doit être en mesure de parer tous les coups. C'est ce que je viens de dire, les branch plans. Une impasse, une perte de lucidité, ça peut conduire à la défaite. Il y a la mort. À l'inverse, la compréhension au bon moment d'un signal faible, la détection d'un imperceptible nouveau facteur, peuvent créer une dynamique victorieuse. Il faut avoir la capacité de le saisir. Bref, moi je dirais que l'inconfort de l'imprévu pousse à la vigilance, alors que le confort de la certitude confine à la paresse intellectuelle et à la routine. Et toutes les deux, elles sont, croyez-moi, hautement toxiques à la guerre, face à un ennemi qui n'attend qu'une chose, que vous fassiez une faute. Donc l'incertitude est créatrice, on l'a vu déjà ce matin, elle crée un espace d'expression dans lequel la personnalité, le caractère de l'entrepreneur trouve à s'épanouir. Donc je dirais, si vous me permettez, ne vous endormez jamais sur vos certitudes. Soyez inventif, imaginatif, faites confiance à vos subordonnés. Soyez en action et donc imprévisible, en mouvement. La déesse Fortuna ne sourit qu'aux audacieux. L'audace, toujours. Encore de l'audace. Par ailleurs, votre adversaire, votre concurrent, mon ennemi, étant lui-même soumis à ce même facteur d'incertitude. L'incertitude, elle est partagée. Votre concurrent, il est plongé également dans cette incertitude et ce travail de prévision. Eh bien, il est habile de nourrir son incertitude. Nourrissez-le, gavez-le d'incertitude, en entretenant le doute sur vos propres intentions. Et à travers les histoires militaires, les manœuvres de déception, on parle de manœuvres de déception, quand on veut cacher ses intentions, dans notre langage, on parle de manœuvres de déception. Eh bien, ces manœuvres de déception, elles ne manquent pas, qui visent à tromper, à éblouir, à manipuler, à détourner. Vous citiez tout à l'heure le débarquement des Alliés en Normandie en 1944, ça, c'en est un bon exemple. Les Allemands ont été trompés. Les Allemands ont cru alors même que le débarquement était commencé, que les Alliés, on en était, allaient débarquer dans le Pas-de-Calais. On s'est fait avoir de la même manière en mai 1940 quand les Allemands ont franchi avec les Ardennes, réputées infranchissables, avec des divisions blindées. On les attendait en Belgique. Et puis, de toute façon, on avait la ligne Maginot, donc ils ne pouvaient pas passer. Voilà, des exemples historiques, des manœuvres de déception. Alors, il faut utiliser l'incertitude comme une arme économique, en rendant vos plans impénétrables, en recherchant l'originalité, pour vous rendre imprédictible. Et en faisant cela, vous privez votre concurrent de sa capacité de réaction immédiate. Parce qu'il ne sait pas d'où vous allez surgir, à quel endroit, à quel moment, et comment, sous quelle forme. Voilà, donc nourrissez le doute chez votre concurrent. En faisant ainsi, vous gardez le temps d'avance qui permet de vous singulariser. Je crois que c'est ça en fait. Votre difficulté, c'est comment je me singularise et comment je fais en sorte que le client vienne chez moi et pas dans la boutique d'à côté. Comment je me singularise? Je me singularise parce que j'ai le temps d'avance, parce que je suis en action et mon concurrent est en réaction. Il est en réaction parce qu'il n'a pas compris ce que vous alliez faire. Il n'a pas compris que vous alliez faire l'attaque dans le dernier kilomètre du col, vous pensant fatigué. Voilà. Alors que retenir de tout ça? Je finis. D'abord que c'est un truisme. L'incertitude, elle est là. Elle est là, elle est bien installée dans le paysage, pour longtemps, malgré les promesses algorithmiques. Voilà. Et tous les calculateurs, moi je pense, n'effaceront pas cette part mystérieuse de l'adversaire, de votre concurrent, qui peut adopter des comportements imprévisibles, incompréhensibles, suicidaires, fous, qu'un algorithme ne pourra pas modéliser, par définition, parce qu'imprévisible.
Ensuite, deuxième constat, je pense moi que la capacité à composer avec ce facteur de doute, d'incertitude, est un excellent critère de sélection des managers. C'est peut-être pas le sujet. Un excellent critère de sélection des managers que vous avez donc réussi, qui acceptent ou pas de sortir de leur zone de confort pour conduire la bataille. À un moment donné, il faut avoir du courage quand même pour y aller, pour sortir de la tranchée. Dans notre monde, il n'existe pas de chef militaire vainqueur qui soit timoré, réservé, prudent. Ça n'existe pas. Ou alors, il faut vraiment avoir un sacré coup de bol et que le mec en face soit vraiment très très mauvais. Donc ça n'existe pas. Alors des mauvais, il y en a. Mais voilà, des chefs vainqueurs, timorés, réservés, qui n'ont pas d'audace, ça n'existe pas. Parce que l'audace, j'y reviens, c'est peut-être le terme clé qu'il faut retenir de tout ça, l'audace, le courage personnel, sont les qualités cardinales du chef en action. J'ai cité le maréchal Foch au début, donc je vais lui répondre maintenant. Je peux, hein, il était général d'armée, plein d'étoiles sur les manches, et puis il n'est plus là, donc je crains rien. Donc lui, il dit qu'il ne faut pas douter. Hein, il ne faut pas douter pour gagner, et celui qui doute a perdu. Moi, je pense, modestement, qu'il se trompe. Et en fait, c'est celui, à mon sens, qui a la plus grande capacité à gérer le doute qui va gagner. Et là, je terminerai en citant Kant, après Nietzsche, en vous livrant cette citation, que je n'appliquerai pas à moi-même. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Voilà. Sans risque à prendre. Alors imaginez une vie sans incertitude, sans imprévu, où tout serait chronométré, ça serait quand même triste. Hein. Bon, c'est une autre histoire. Sans risque à prendre. Nul besoin de chef, d'entrepreneur, d'audacieux, des exécutants, bien formés, connaissant les règles, les normes, les règlements suffisent pour gérer un quotidien bien chronométré à l'avance. C'est pas le monde dans lequel vous vivez, c'est pas le monde dans lequel on vit. L'homme d'action, ou la femme d'action, pardon. Lui, elle, qui n'a d'autre choix que d'oser décider à agir dans le chaos. Elle n'a d'autre choix que ça. Il faut oser décider, le chaos est là. Et je crois que c'est la grande force, la force des grands capitaines, des grands entrepreneurs, que d'être capable d'agir malgré l'incertitude et l'imprévu, que vous ne maîtriserez jamais. Je terminerai en citant la devise du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui est à Bayonne, qui mérite d'être gravée dans les écoles de commerce. Qui ose gagne. Je vous remercie de votre attention.